s'adresser à ceux que l'on appelle les arpenteurs. Ils sont juifs et collectent le moindre indice sur leurs parents, leurs grands-parents, disparus au début des années 40 en Ukraine et en Pologne. Regardez, c'est un voyage difficile, émouvant, mais qui tisse des liens entre les générations. Tchernitsy, 240 000 habitants, dans l'ouest de l'Ukraine. À la fin du printemps, cette ville impériale au charme désuet attire ses premiers visiteurs. Parmi eux, Sylvie. Si cette jeune retraitée y commence ses vacances, c'est parce qu'elle est sur les traces de son oncle Joseph. Il vivait ici en 1941. Elle a recruté une guide, Zoya, qui l'a aidée à préparer son voyage. Zoya a retrouvé par exemple une adresse importante grâce aux documents que Sylvie lui a envoyés. C'est derrière cette porte. J'ai questionné de la famille en Israël qui m'avait dit que mon oncle a vécu ici et avait travaillé dans une sorte d'atelier où il vendait des vêtements. Problème. Pour accéder à l'atelier de l'oncle, il faut un code. On voudrait entrer là-bas, au numéro 19. Auriez-vous le code? 1, 3, 4, 6. Vous appuyez une fois. Oh. Miracle. Un miracle, un miracle. Merci, mon Dieu. Et c'est pour ce genre de miracle qu'elle a traversé toute l'Europe. Découvrir une cour, même déserte, même complètement transformée. Zoya, elle, cherche à recueillir des informations. Il ne sait rien du tout. Il est juste venu rendre visite à des proches. À travers l'histoire de son oncle tailleur, Sylvie veut comprendre ce qui est arrivé à sa famille, disparue en Ukraine en 1941. C'était l'époque de la Shoah par balle. Les nazis fusillaient les juifs par dizaines de milliers. Je suis contente de pouvoir entrer là et de voir, je pense, le lieu où il a vécu pratiquement les dernières années de sa vie. C'est un petit pas de plus dans ma recherche et puis les souvenirs que je peux retrouver de ma famille, des derniers témoignages. Comme Sylvie, chaque année, des centaines de descendants de victimes de la Shoah par balle font le voyage vers l'Ukraine, mais aussi vers la Pologne et la Roumanie. Ils consacrent parfois toutes leurs vacances à leur recherche. Comme Antonin, 22 ans, qui revient avec sa grand-tante Berthe sur les lieux où elle est née avant de fuir l'antisémitisme. Comme Oran et son frère Rémi, qui étaient loin de soupçonner leur passé familial il y a encore quelques mois. C'est parce que les chercheurs et les écrivains s'intéressent depuis peu à cet épisode de l'histoire que les touristes de la mémoire sont de plus en plus nombreux. La fréquentation a augmenté d'environ 70% au moins, sur les, disons, 5-7 dernières années. Ces vacanciers détectives ont un nom, les arpenteurs. Au commencement de leur voyage, il y a souvent une carte postale. Celle-ci a été griffonnée en 1941 par Joseph, l'oncle de Sylvie. C'est son dernier signe de vie. Il y explique qu'il vient de s'installer dans la petite ville de Chortkiev avec sa femme qui attend un bébé. Une nouvelle étape dans la vie de l'oncle et dans le voyage de Sylvie. Mais cette fois, elle n'a aucune adresse, aucune information. À Chortkiev, elle espère rencontrer des témoins de l'époque. Première tentative à la sortie de la messe, avec une traductrice. Savez-vous ce qui s'est passé ici entre 1942 et 1943?
Pas vraiment, mais vous devriez aller au monastère. Il y a une association, Caritas. Des personnes âgées y habitent. Aujourd'hui, c'est une maison de retraite. Vous y trouverez une vieille femme, Maria Stepa. Elle connaît beaucoup d'histoires, elle pourra vous aider. D'accord. Si vous pouvez remercier que je suis très touchée de lui parler. Cette dame vous remercie. C'est vraiment dommage qu'on n'en sache pas plus. Merci. Que Dieu vous protège. Merci. Des rencontres, souvent brèves, sans lesquelles les arpenteurs ne pourraient avancer. Alors qu'elle tient une piste, Sylvie est submergée par l'émotion. C'est d'un seul coup, ça montait, ce qui n'est pas sorti hier. Comme si j'approchais d'informations que j'ai pas envie d'entendre parce que je sais que c'est trop terrible. Et c'est quand même la fin de vie d'un oncle qui avait 20 ans. J'ai vu quelqu'un qui passait avec un enfant par là, mais il me semble. Bonjour, vous êtes de l'association Caritas? J'arrive, je descends. Ага, добре. D'accord. І покажете нам. Bonjour. Bonjour. Caritas, c'est là-bas. On pourra la voir là-bas? Oui, oui, vous la verrez. Un jour, les Allemands ont rassemblé les Juifs du village pour les conduire dans un endroit reculé et sans doute les fusiller. La vieille dame que Sylvie va rencontrer a vu quelque chose. Maria Stepa a 88 ans. Qui êtes-vous? Cette femme est venue de France. Elle cherche ses proches. Ils étaient ici, pendant la guerre, dans le ghetto. Très vite, les souvenirs refont surface. À l'époque, elle avait 17 ans. J'habitais dans la région de Tchortkiv et j'ai vu les ghettos. J'ai vu des personnes âgées et des mères avec leurs bébés qui ont été menés je ne sais où. Soit pour les fusiller, soit pour les amener autre part. Des mères et des bébés. Sylvie relève tout de suite l'information. Mon oncle et sa femme étaient ici, et sa femme attendait un bébé. Donc ils étaient peut-être dans les gens qu'elle a vus passer. Les mères portaient leur bébé dans leurs bras. Ils pleuraient. Tout le monde était épuisé. Ils marchaient pendant des kilomètres. Où les gens étaient. Vous souvenez-vous dans quelle direction les Juifs étaient emmenés? En dehors de la ville? Si c'était dans une forêt? Moi, je ne sais pas. Mais on a parlé d'un village près d'ici, Kopetchenevski. C'est là probablement qu'ils étaient amenés. Mais je n'en sais pas plus. Un autre village, la suite de l'enquête. Sylvie aura-t-elle la force de s'y rendre? Pour l'heure, elle médite sa rencontre avec Maria Stepa. Je suis une petite jeune de 60 ans pour elle qui a 88 ans. Et vraiment, elle m'a pris la main et m'a répété plusieurs fois, il faut transmettre, il faut l'écrire et il faut le dire aux jeunes générations. Et c'est justement parce que sa famille ne lui a jamais parlé de cette époque que Sylvie arpente aujourd'hui les routes d'Ukraine. Quand j'étais plus petite, je posais des questions. Je me rappelle, je pense entre 12-13 ans, et ma mère, au bout de 5 minutes que je lui posais des questions, elle se mettait à pleurer. Alors j'ai posé des questions 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis j'ai arrêté, quoi. Comme beaucoup. Et la sœur de ma mère qui a vécu avec nous, elle parlait pas du tout parce qu'elle a été déportée et j'ai jamais pu l'interroger. C'est après la mort de sa mère que Sylvie a fait son premier voyage en Ukraine, seule, il y a 11 ans. Mais d'autres arpenteurs ont la chance d'emmener leurs proches dans l'aventure. Aéroport de Lviv, toujours en Ukraine. André, un guide français, accueille une famille en provenance de Paris. Antonin a 22 ans, il est étudiant en musique.
À l'origine, c'était son grand-père qui voulait lui montrer les terres de son enfance. Mais quelques jours avant le départ, il a été hospitalisé. Alors il a envoyé sa sœur Berthe à sa place. Antonin va donc plonger dans l'histoire de sa famille avec sa grand-tante qu'il connaît peu. Alors vous êtes dans votre ville natale après pas mal d'années, hein? Après plus de 80 ans. Imaginaire. Tout comme le grand-père d'Antonin, son frère, Berthe a grandi à Lviv, une ville que la famille a fui au début des années 30, avant la guerre, alors que montait l'antisémitisme. Berthe n'avait que 3 ans. Alors ici on comprend rien, hein. Même les écritures on comprend rien. C'est cyrillique. Hein. Ah oui. Pendant 4 jours, Berthe va redécouvrir avec Antonin un pays qu'elle a entièrement oublié. Lviv est la 7e ville d'Ukraine. Ses quartiers Renaissance aux façades colorées lui valent le surnom de Florence de l'Est. Mais ce charme n'opère pas sur tout le monde. J'ai pas du tout envie de ramener des choses d'ici. Il y a plus de mauvais souvenirs que de bons. L'histoire des Juifs persécutés en Ukraine, Antonin la connaît peu. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu avec mon grand-père avant de partir, mais ouais, c'est clairement une partie de l'histoire qu'on n'apprend pas tant que ça en fait en cours. Enfin, moi en tout cas dans les programmes que j'ai étudiés, on parle pas vraiment de l'Ukraine qui est passée des soviétiques aux nazis. Tout ça, on n'apprend pas quoi. 3 générations plus tard, Antonin promène un regard plus léger. La ville de Lviv, il la trouve plutôt accueillante. Je découvre 100% de tout ce qui est en train de se passer. C'est mignon, c'est agréable, j'aurais pu naître là, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Berthe, justement, est née dans ce bâtiment en 1928. Une maternité plutôt jolie, qui va faire naître un premier sourire sur ses lèvres. J'adore le style mauresque, avec vraiment cette coupole. Dans un endroit magnifique, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais à un petit hôpital de province et je vois une superbe bâtisse. Étape suivante, ce petit village où habitaient les cousins de Berthe. Il y a 80 ans, tout le monde vivait ici au rythme de la culture juive. Il n'en reste que cette synagogue en ruine, juste à côté du marché. Savez-vous qu'ici, c'était un marché juif autrefois? Les Juifs, ils sont au cimetière, là-bas. Berthe va retrouver des parfums familiers, ceux des plats que cuisinait sa mère, ceux des boutiques d'un quartier juif parisien. On vendait tout fait dans les magasins, dans le Marais, quoi, rue des Rosiers, on vendait ça, du Rhein. C'était râpé, c'était un assaisonnement. Je l'ai jamais vu comme ça. Et qu'importe si Antonin n'a jamais goûté ces légumes. Aussi lointaine que soit la connexion, je me sens quand même en train de découvrir un peu les racines, c'est le cas de le dire. Entre les deux arpenteurs, une complicité voit le jour. Mais je savais pas que papy avait travaillé dans la fourrure. À quel âge? André, lui, se prépare déjà à accueillir d'autres clients. Cela fait 10 ans que ce Français d'origine polonaise organise des séjours généalogiques avec son association. Pour le repérage, les billets d'avion de ses clients et leur chambre d'hôtel, il prend autour de 1 000 € par semaine et par personne. Si demain, ce sera un frère et sœur, ils sont à la recherche de leur histoire, quelque chose de formidable. Ils essayent de répondre au silence des parents, des grands-parents, et renouer avec leur propre histoire. Je me sens privilégié.
Chaque fois, c'est un film. Chaque fois, c'est un livre, quelque chose d'incroyable. En Pologne, dont il passe à présent la frontière, et jusqu'en Russie, André organise une vingtaine de voyages par an. En temps normal, il habite à Strasbourg. Bonjour. Bonjour Oran. Dzień dobry. Shalom Aleichem. André. Bonjour. Rémi. Bonjour alors. Rémi est réalisateur, Oran est comédienne. Ils ont à peine 30 ans. Avec André, ils ont minutieusement préparé leur voyage, par email et par téléphone. Mais d'emblée, Oran l'avertit. Nous, on connaît rien à la culture juive, on parle pas yiddish et on n'y connaît rien du tout. Voilà, parce que notre grand-mère, elle n'a jamais rien dit. Alors je vais vous donner un cours. Alors ça, c'est déjà le dossier sur notre association qui regroupe des survivants, mais de plus en plus de gens, de jeunes comme vous. D'accord. Pas seulement des petits-enfants. Et des petits-enfants. La deuxième génération. Deuxième génération qui arrive. Ces novices sont sur les traces de leur grand-oncle, Léon. Ils ont lu dans les mémoires de leur grand-père qu'il a vécu ici en 1939, dans cette ville polonaise de Przemyśl. Le problème, c'est qu'ils ne disposent d'aucune autre information, pas même d'une adresse. Moi, j'ai pensé à la poste. Vous savez, les facteurs. Ils avaient... quand on est dans un appartement, il y a forcément les noms des gens qui habitaient dans cet immeuble, les recensements, les trucs comme ça, non? Mais avant de se lancer dans de telles recherches, André veut tout simplement leur présenter la ville. Une balade pour faire naître des images qui les aideront à se raconter l'histoire de cet oncle. Je pense qu'on doit voir la gare là. Tout à fait, la gare tragique parce qu'on déportait les gens d'ici vers le site d'extermination Bełżec. S'ils découvrent aujourd'hui Przemyśl, Oran et Rémi ont en revanche beaucoup bûché sur l'histoire de leur famille. Il y a des moments quand on fait l'arbre, quand j'étais en train de travailler sur l'arbre généalogique, où je place les photos, je place les personnes, puis on voit qu'il y a 9 frères et sœurs de notre grand-mère, et puis après, en dessous, il n'y a plus rien. Sur ses frères et sœurs, 7, dont Léon, ont disparu pendant la Shoah. Où et comment sont-ils morts? Le sont-ils vraiment? Que sont devenus leurs enfants? Nous, on a toujours un peu d'espoir de découvrir quelque chose, même si les chiffres parlent, comme on dit, mais voilà. Des petits cousins, quoi. Ouais. Des petits cousins, pourquoi pas. Il n'y a quand même pas beaucoup d'espoir. Non. Alors pourquoi vous venez? Parce qu'on a toujours de l'espoir, on est des êtres humains. Mais cette faible lueur d'espoir ne va pas tarder à vaciller. André les conduit dans l'ancien ghetto de la ville. Un quartier prison où vivaient 27 000 juifs en juin 1941. 6 000 d'entre eux furent tués sur place. L'oncle Léon était-il parmi eux? C'est une immense fosse commune. Alors on jetait des victimes, on mettait... Mais là, sur ce... Juste là où il y a des fleurs qui poussent. Aujourd'hui, c'est l'école maternelle dans les bâtiments. Ce qui est incroyable ici, il y a toujours... L'école maternelle, elle l'école est maternelle à côté. Oui, c'est une école maternelle. Si Et les gens, en fait, ils ont été déterrés ou jamais déterrés? Ils sont toujours en dessous? Ils sont toujours en dessous. Ah, d'accord. Dziękuję. Il se peut qu'il soit passé par là, donc. Et peut-être qu'il est là même. Non, on ne sait pas. Voilà. Mais quelques heures plus tard, l'enquête va connaître un rebondissement. André les aide à traduire des courriers de famille rédigés en yiddish et en polonais. Autant d'indices qu'ils avaient à portée de main, mais qu'ils ne pouvaient pas décrypter. Ils sont depuis près de 2 heures dans ce café. Alors, chère tante, nous vous offrons... Et soudain, une information.
En octobre 1941, l'oncle écrit à sa sœur en France, d'une autre ville que celle qu'Oran et Rémi viennent de visiter. Ne m'oubliez pas, et merci pour l'envoi, Léon et Adolphe. Alors Léon Donc et Adolphe, ça veut dire que Léon était dans les ghettos à Rzeszów. Est-ce que c'est possible? Oui, puisque c'est écrit. Une nouvelle piste vient de s'ouvrir. C'est ainsi qu'avancent les arpenteurs, à tâtons, éliminant les hypothèses. Pour eux, l'histoire ne s'écrit pas dans les livres. On veut savoir, quoi. On veut voir de nos propres yeux et pas par ce qu'on nous raconte. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître notre histoire par nous-mêmes. Et pour connaître sa propre histoire, il faut être prêt à remettre en cause, en l'espace d'une minute, des décennies de certitude familiale. Pour ce guide ukrainien qui accompagne chaque année une centaine d'arpenteurs, c'est le prix de l'aventure. D'une certaine manière, enquêter sur la généalogie juive, c'est un peu comme chercher des champignons dans la forêt. Vous ne savez jamais à l'avance ce que vous allez trouver et où vous allez le trouver. Les arpenteurs et les guides sont un peu des Sherlock Holmes. Pas vraiment, parce qu'il enquêtait sur des affaires criminelles. Mais c'est vrai, il y a quand même des similitudes. Il y a eu beaucoup de sang et d'injustice. Ce matin, Antonin, qui poursuit son voyage avec sa grand-tante Berthe, est d'humeur malicieuse. Il faut absolument que tu vois l'intérieur du taxi. Voilà. Bienvenue dans la jungle. Aujourd'hui commence pour lui une nouvelle étape du voyage. Depuis son lit d'hôpital à Paris, son grand-père en attend beaucoup. Antonin doit collecter des informations sur les grands-parents de son grand-père et de Berthe, qui, eux, n'ont jamais rejoint la France. Nous sommes à Ravarouska, leur ville, toujours en Ukraine, devant un terrain vague sans stèle, sans même un panneau. Il y a des milliers de personnes qui reposent ici, qui ont été assassinées ici, ou des personnes qui sont mortes de faim, de maladies dans les ghettos. Il est possible que mes grands-parents soient enterrés là. Il y a une forte possibilité. On ne saura jamais à 100%. Mais... À ce moment précis, Antonin a une pensée pour son grand-père. Là, on est vraiment au centre de sa mission. En tout cas, d'une partie de sa mission à lui, celle dont il m'a parlé. Et voilà, moi, ça me fait quelque chose. Là, j'ai du mal à marcher sur des terrains comme ça. Ouais, je me doute. Dis-moi quand tu veux, arrête-toi quand tu veux t'arrêter. J'ai pas envie de marcher là-dessus. Ah, attends, André? André? Attends. Les grands-parents de Berthe et du grand-père d'Antonin habitaient à quelques rues de là. André, le guide, a déjà repéré les lieux. Il a retrouvé leur maison grâce à une carte postale que la famille lui a donnée. Alors vous voyez, ça c'est Mickiewicza 54. 54. La rue a changé de nom 4 fois. Alors la carte a été bien envoyée d'ici. De cette maison-là. 70 ans après, la maison est intacte. Les grands-parents y ont vécu quelques mois avant d'être envoyés dans le ghetto. Sur le perron, la propriétaire ukrainienne ignore tout de ce passé. Vous aimeriez entrer dans la maison? Oui, j'aimerais bien, mais j'ose pas. J'ai peur de la gêner. Elle nous attendait pas. Hein. Elle vous invite. Oui.
Berthe et Antonin vont découvrir un intérieur exigu, que se partageaient pas moins de 3 familles juives. Elles vivaient ici discrètement, pendant que les Allemands s'installaient en ville et préparaient les rafles. Pour les Allemands, c'était encore trop confortable et ils les ont déplacés vers le ghetto. Alors on peut imaginer les conditions là-bas. Ah, il y a aussi une grande cave en bas, sur toute la longueur de la maison. Il y en a peut-être qui habitaient dans la cave. Je peux vous la montrer si vous voulez. Dziękuję. Je pense que ça fait... c'est trop. Merci. J'espère qu'ils n'habitaient pas dans la cave. Avant de laisser repartir ses visiteurs, la propriétaire ukrainienne va faire un geste symbolique. Vous serez toujours les bienvenus. C'est assez ouf qu'on ait réussi à retrouver la maison, à rentrer dans la maison, à établir un gros contact. Ouais. Et le contact s'établit aussi de plus en plus entre Antonin et sa grand-tante. Un voyage en forme de rapprochement familial. On n'a jamais passé autant de temps ensemble et donc forcément on se redécouvre un petit peu. Parlé comme ça, non, jamais. C'est sûr, c'est sûr. Il a fallu venir ici pour nouer des liens. C'est ça. De ce côté-là, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Le lendemain, André, le guide, a prévu une dernière visite. Il veut leur montrer un endroit dont le grand-père d'Antonin se souvient très bien. Une cour où il jouait avec sa petite sœur Berthe, devant le moulin où travaillaient leurs parents. J'essaye de m'imaginer. Ils devaient se parler d'un balcon à l'autre, comme ça, tous les enfants jouaient dans la cour. Oui, donc j'ai fait mes premiers pas dans cette cour. Ils vont choisir ce moment pour passer un coup de téléphone. Allô? Oui, papy, c'est Antonin. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ça te fait quoi qu'on soit là? Toi, t'es loin, mais est-ce que tu sens un petit peu l'émotion? Voilà. Tout le monde est super gentil avec nous, on est très très bien reçus, tous les gens nous laissent rentrer chez eux, c'est super agréable. Oh, bah, alors là, ça va. C'est dommage que je suis malade. Je vais prendre plein de photos, t'inquiète, je vais ramener beaucoup de photos. T'as retrouvé la maison et les parents? Ouais. Et du coup, voilà, on a retrouvé la maison, on a même pu sympathiser avec la dame qui habite là-bas maintenant. Et dans quelles circonstances ils sont morts? Alors ça, on sait pas trop, on a du mal à savoir. On en reparlera. On a eu quelques renseignements, mais c'est assez flou. C'est assez flou, c'est dur d'avoir des informations là-bas après tant d'années. D'accord, bah, je vous souhaite un bon voyage encore. Alors. Merci, c'est gentil, papy. Bon rétablissement à toi. Merci. Allez, À bientôt, Charles. à bientôt. À bientôt. En fait, je ne sais pas si on peut le dire, mais on ne peut pas le dire, mais ils sont dans la fosse commune de Ravarouska, où on est allé hier, et je n'ai pas voulu marcher sur cette terre. C'est là qu'ils ont fini, mais on ne peut pas le dire à mon frère qui est à l'hôpital maintenant. Et c'est super, on entend qu'il est, qu'il est heureux, ça s'entend. C'est dur à entendre d'une oreille extérieure, mais ça s'entend qu'il est content qu'on soit là pour lui, même si lui, il peut pas l'être. Arpenter, c'est savourer ces instants d'accomplissement. Mais c'est aussi parfois braver l'impossible. Nous retrouvons Sylvie dans une forêt de tombes, toujours en Ukraine. Finalement, elle a gardé pour un prochain voyage les suites de l'enquête sur son oncle. Aujourd'hui, elle recherche la sépulture de sa grand-mère. Elle est morte d'épuisement dans le ghetto tout proche. Sylvie tient en main un document précieux qu'elle est allée chercher en Israël. C'est la petite fille du fossoyeur de ce cimetière qui le lui a donné. Il a dessiné toutes les pierres tombales des Juifs, dont celle de la grand-mère de Sylvie. Il a aussi dressé un plan du cimetière. Il y a tellement de tombes et l'indexation qui a commencé à être faite n'est pas complète. Je suis venue exprès pour ça, alors je ne vais pas m'arrêter pour l'instant.
Je regarde encore un peu là. Sylvie n'est pas venue seule. Elle a demandé aux responsables de la communauté juive locale de l'accompagner. Elle espérait qu'il ait répertorié les tombes et qu'il l'aiderait. Mais l'homme se montre peu coopératif. Il semble lui aussi perdu dans ce cimetière de 17 hectares. Je garde le sourire pour pas que la porte se ferme, mais c'est quand même... Je sais pas s'il réalise ce que c'est de venir jusqu'ici, même de France, et puis de rien trouver. Ça vous décourage un peu? Je respire, puis je vais prendre quelques photos pour mes amis, pour leur donner une idée de ce que c'est ce cimetière. Malgré le plan et le dessin, elle ne trouvera pas cette fois la tombe de sa grand-mère. Sylvie cherche à reconstruire sa propre histoire familiale. Mais les arpenteurs qui sont allés au bout de ce chemin cessent-ils pour autant d'arpenter? Rohatyn, un village d'Ukraine. Marla y revient pour la 12e fois. Cette avocate américaine qui vit à Paris est accompagnée de son mari Jay, ancien ingénieur dans la Silicon Valley. Marla a déjà trouvé beaucoup de réponses sur les 70 membres de sa famille qui ont disparu ici même pendant la Shoah. C'est désormais pour tout le village qu'elle s'est investie d'une mission étonnante. C'est une connexion avec le passé. Et ce n'est pas seulement un héritage pour la communauté juive, mais pour toute la communauté de Rohatyn. Pour une communauté où vivaient avant la guerre des Polonais, des Juifs, des Ukrainiens. Avant la guerre, il y avait à Rohatyn 2 cimetières juifs. Quand les Allemands ont occupé le village en 1941, ils les ont saccagés. Avec les pierres tombales, ils ont pavé des routes, construit des bâtiments. Ces morceaux de sépulture restent aujourd'hui éparpillés dans le village. Le grand projet de Marla, c'est de les retrouver. Pour cela, elle est aidée par la population. Cette pierre, qu'elle découvre sur le bas-côté, c'est l'ancien instituteur du village qui vient de la repérer. Elle a refait surface après les violentes pluies de la veille. C'est un boulot énorme et ça ne s'arrêtera jamais. Les Juifs vivaient à Rohatyn depuis 400 ans. Ils étaient 10 000 avant la guerre. Et selon moi, il y aurait entre 5 000 et 10 000 tombes juives réparties un peu partout à Rohatyn. On peut dire que ça fait 70 ans qu'elles attendent qu'on les retrouve. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les ramener à la maison. La maison, c'est l'ancien cimetière, tout proche. Jay, c'est une activité très fatigante, non? Surtout pour un vieil homme. Ouais, merci. En 2 ans, grâce à Marla et Jay, une centaine de pierres ont retrouvé leur place. L'extermination des Juifs, c'est une destruction des corps au sens propre, mais c'est aussi la destruction de toute une culture. Personnellement, je ne peux pas voir ces pierres dans la ville et ne rien faire. Je ne peux pas. C'est la même chose qu'un enfant abandonné. Ces tombes sont comme des enfants. J'ai le sentiment que j'ai toujours été faite pour cela. C'est la chose la plus gratifiante que j'ai jamais faite. Exhumer les destinées tragiques de ses ancêtres. Vivre une aventure. Pour au bout du compte, écrire sa propre histoire. C'est à l'Opéra de Lviv qu'Antonin, Berthe et André ont terminé leur périple, comme apaisés après les épreuves. C'est une belle manière de finir. Très belle manière de finir.
Sylvie, elle, a fait cap sur la Roumanie et ses monastères colorés. Ça me permet de me vider de la lourdeur des choses que j'ai pu ressentir, que ce soit dans le cimetière ou la synagogue. Et à la fois, il y a le soleil, il y a l'arbre, il y a un petit vent, puis ce calme. Puis c'est tellement beau ici. Quant à Oran et Rémi, c'est par un clin d'œil à leur grand-oncle Léon qu'ils s'apprêtent à quitter la Pologne. Ils vont poser en frères et sœurs, comme lui 80 ans plus tôt, devant le même monument de sa ville. C'est vraiment la même chose. Sur ces terres d'Ukraine et de Pologne qu'ils n'auraient probablement jamais foulées si leurs ancêtres n'y avaient pas disparu, ces arpenteurs reviendront. Dès l'an prochain, peut-être. La promenade sur la Rambla, c'est une étape incontournable de la visite à Barcelone. Elle est recommandée dans tous les guides touristiques, avec parfois cette petite mention « Attention à vos sacs, attention aux pickpockets ». Le phénomène existe dans toutes les capitales touristiques, mais à Paris, il est en recrudescence. En avril dernier, le musée du Louvre a dû fermer un jour ses portes pour cause de vol à la tire. Paris reste tout de même la première destination touristique au monde, mais elle doit se battre pour garder sa réputation. Problème de sécurité, problème d'accueil. Les Français passent pour être à la fois ronchons, grognons, peu aimables, peu serviables. Alors nous avons décidé d'enquêter. Nous avons revêtu la tunique du parfait touriste et regardez. À l'aéroport de Roissy ce jour-là, parmi la foule de touristes, un voyageur pas comme les autres. Stéphane n'est pas venu prendre l'avion. Caché derrière ses bambous, il est en planque. Est-ce qu'il est sorti là? Il y en a un qui regarde là, l'autre il descend au -1. Au -1, il est en contact avec ses collègues, cachés dans le parking et filmés en caméra discrète. Ils font partie de la brigade des Boers, la police qui traque les taxis clandestins. Ils sont en train d'arrêter le chauffeur de cette berline grise qui vient de faire monter une touriste. Celle-là, tu l'as pas volée? Tu l'as pas volée, celle-là? Stéphane et ses collègues le connaissent bien. C'est la 8e fois qu'ils l'arrêtent. Oui, permis de conduire encore. Si ça, c'est pas un foutage de gueule ouvertement. Il n'a pas de licence, donc aucun droit d'exercer. Hello. Pour la touriste américaine, les vacances ne commencent pas très bien. C'est fou. Bienvenue à Paris. Hein. Ce que traquent les Boers, ce sont ces chauffeurs clandestins qui racolent les touristes à l'arrivée des avions. Pour Paris? Par ici. Mais c'est combien? 70 € pour Paris. Environ 70 ou 80 €. Ça dépend du trafic. 30 € de plus que le prix normal en plein après-midi. Toute la journée, Stéphane et ses collègues protègent les touristes de ces arnaques. C'est l'espace gris qui va se pointer à la barrière là dans pas longtemps. Quelques minutes plus tard, ils arrêtent ce monospace qui vient de faire monter une famille de touristes. C'est bon, il est pris. Bonjour monsieur, police nationale. Oui. Je vais demander de vouloir sortir du parking et de vous mettre sur le côté s'il vous plaît. Dans un premier temps, je veux quand même vous demander votre permis de conduire avant que vous sortiez du parking. Un taxi clandestin, 5 policiers, drôle de comité d'accueil pour cette famille américaine. Suivez-moi. Épuisée après 11 heures d'avion. C'est votre famille? Oui. Je ne m'attendais pas à ce que Paris ce soit comme New York. Je suis très surprise. Je peux voir votre passeport? Et Cathy n'est pas au bout de ses peines. Je vous donne ça. Oh non, j'ai pas le courage de faire ça maintenant. Vous devez le faire. C'est une obligation. Vous devez mettre votre nom, votre date de naissance, votre prénom. Impossible pour eux d'échapper à la fiche de renseignement pour la procédure. Votre passeport?
Comme pour s'excuser de cette arrivée calamiteuse, Stéphane les accompagne jusqu'à la file des vrais taxis. J'espère que la suite du voyage ne sera pas comme ça. Alors, les taxis sont où? Juste là. Et cette fois, vous n'allez pas nous arrêter? Non, non, celui-là, c'est un vrai. Un accueil pas toujours à la hauteur, et pourtant, avec ses 80 millions de visiteurs chaque année, le tourisme en France ne s'est jamais aussi bien porté. Mais les Français sont souvent pointés du doigt pour leur arrogance et leur manque d'hospitalité. Petite mesquinerie ou grosses arnaques, nous serions peu accueillants avec nos visiteurs étrangers. Alors pour le vérifier, nous avons revêtu la panoplie du parfait touriste. Banane, appareil photo, lunettes de soleil et guide de voyage. Équipés d'une caméra discrète, nous avons joué les touristes dans les quartiers les plus visités de la capitale pour savoir comment les Français accueillent vraiment les visiteurs venus de l'étranger. Stephen Clark est anglais et vit à Paris depuis 10 ans. Il a écrit plusieurs livres sur l'accueil des étrangers en France. Pour nous, il va se livrer à un petit jeu et nous dévoiler l'arnaque préférée des cafetiers parisiens. Nous allons simplement aller boire un café près du Louvre. Premier constat, même dans le quartier le plus touristique de Paris, pas de carte en anglais. Bonjour, vous avez aussi un menu en anglais? Non, mais je peux traduire pour vous. Nous commandons un café avec une goutte de lait. Quelques instants plus tard, le serveur nous apporte un grand café avec un pot de lait au prix spécial touriste. Le prix est incroyable. 7 € pour un café. Des expressos qui se transforment en 2 cafés crème pour 14 €. C'est le tour de passe-passe favori des bistrots parisiens. Les touristes sont des proies faciles et souvent, le cafetier en profite pour gonfler les prix. La pire chose pour l'accueil touristique, c'est le prix. 7 € pour un café. 7 €, c'est le prix d'un sandwich et d'une bière dans d'autres endroits en Europe. Je veux dire, 7 € juste pour un café, c'est complètement faux, je trouve. Deuxième démonstration, dans cette autre brasserie. Nous allons à nouveau commander un café au lait. Sur la carte en anglais, il y a bien une différence entre le café avec une goutte de lait et le café crème. Mais le serveur nous apporte encore un grand café crème qui coûte le double. J'ai pas demandé un grand café, j'ai juste commandé un expresso avec du lait. Oui, ça c'est le coût classique. Il vous apporte toujours le plus cher. Et pas question pour le serveur de nous changer nos tasses. Un café noisette, c'est un petit café avec une goutte de lait, ok? Pour vous, c'est café au lait. Pour moi, serveur, c'est café noisette. Ah, c'est votre langage. C'est pas pareil. Pour Stephen Clark, le comportement du serveur est révélateur d'une mentalité bien française. On s'est plaint en disant que mais on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais au lieu de nous dire ah oui, je suis désolé, je vais remplacer ça, il nous a juste fait le cours de langue, donc il fallait demander ça et pas ça, et la prochaine fois demandez ça et puis vous aurez ce que vous voulez. Si on veut communiquer avec lui, il faut utiliser son langage. C'est pas le client est roi, c'est le serveur est roi en fait. Des petites différences culturelles qui peuvent troubler nos visiteurs étrangers. Et les plus sensibles, ce sont les Japonais. Chaque année, plus d'1 million de touristes nippons viennent à Paris. Sur l'île Saint-Louis, cette agence immobilière s'est spécialisée dans l'accueil de la clientèle nippone qui veut vivre Paris à la parisienne. Et pour ça, André, le responsable, propose de les accueillir à la japonaise. Konnichiwa. Nami et Manami sont originaires de Kyoto. L'arme secrète d'André, c'est Mika. Je vous présente Mika Kaneshi.
en fait, qui s'occupe de tout le service gestion et du contact avec toute la clientèle japonaise. C'est pour ça qu'en fait, elle est ici. Les Japonais passent par elle parce que c'est une question de confiance. Ils sont tellement fragiles qu'ils se font avoir. Donc, c'est pour ça que Mika, ils savent que c'est une référence, qu'elle est droite, qu'elle est honnête, donc ils viennent ici par sécurité. Souvent, les Français, ils sont un peu froids. Souvent, ils sont un peu froids et ils ont l'impression de les déranger tout le temps. Donc, ils n'osent pas poser la question, donc c'est pour ça qu'ils s'enferment un peu. Vous faites le lien, en fait. Oui, je fais un peu le lien. Nami et Manami sont à Paris depuis une semaine. Un rêve qui se réalise pour ces étudiantes en musique. Vivre sur l'île Saint-Louis, dans un immeuble typiquement parisien, comme dans les films. Pendant tout leur séjour, Mika va résoudre tous leurs petits tracas quotidiens. Depuis la visite de l'appartement où elles vont vivre, jusqu'à la recherche de la pharmacie de garde en cas d'urgence. Et même à Paris, on n'oublie pas les traditions japonaises. J'aime bien l'appartement ancien. Ancien et atypique, un peu à style authentique. Ils aiment bien vivre. En plus, dans cet immeuble, il y a la cour qui est assez sympathique et on est juste derrière Notre-Dame. Donc, pour aller pour le tourisme, c'est très bien. C'est le rêve ici? Oui, c'est le rêve. Pour 50 € la nuit, la déco est un peu sommaire, mais cela reste moins cher qu'une nuit d'hôtel. Et pour Nami, c'est plus exotique que son tatami. On étudie ici. Un séjour qui serait idéal s'il n'y avait pas les Français. Comment se passe votre séjour? Vous êtes contente? Sur l'architecture de Paris, c'est ce qu'on imaginait, c'est magnifique. Mais le mauvais côté, c'est l'accueil. Ça, c'est un peu décevant. Dans certains quartiers, il y a des gens qui ont l'air méchants. On n'ose pas trop y aller, parce qu'on a peur de se faire voler nos affaires. Alors, on s'accroche à nos sacs. N'étant pas très rassurées à Paris, ce jour-là, elles n'ont pas prévu d'aller bien loin. On va aller voir Notre-Dame. La célèbre cathédrale est à moins de 10 minutes à pied de leur studio. Le quartier est principalement fréquenté par des touristes. Aucun méchant parisien ne risque de leur manquer de courtoisie. Notre-Dame est à la hauteur de leurs attentes. C'est incroyable tous ces détails. On sent vraiment l'histoire de la France. Je n'arrive pas à croire que ça date du XIIe siècle. Seul petit bémol, les sites parisiens sont souvent victimes de leur succès. Alors quand il y a un touriste, il y en a souvent des centaines d'autres. Il y a trop de monde, on ira un autre jour. La visite de Notre-Dame se termine donc en promenade bucolique dans le jardin d'à côté. Oh regarde, ça c'est drôle. Elles en seront quittes pour une séance de photos souvenirs dans des huttes africaines. Pour la plupart des touristes japonais, le charme de Paris opère quand même. Mais pour beaucoup, Paris est une immense déception. Parisiens pressés, problèmes de communication, certains Japonais se sentent perdus et décontenancés. Et ceux-là finissent parfois sur le divan d'Eriko Nasu, une psychologue d'origine japonaise. Cet état dépressif, dû à la désillusion des touristes japonais, porte même un nom, le syndrome de Paris. La langue française est ressentie comme une langue extrêmement agressive par les Japonais. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui... Et pas seulement la langue en elle-même, mais la manière dont c'est parlé, la manière dont c'est dit, dont c'est énoncé, le ton, et la manière dont le lien social, du coup en France, se déroule. Où il y a énormément d'obstacles,
de hachures, de coupures, de choses qui ne marchent pas, enfin de conflits, de disputes, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose d'absolument insupportable pour les Japonais. Au Japon, tout est extrêmement fluide. La réalité japonaise est une réalité organisée autour de cet idéal de fluidité, où tout fonctionne. Mais au-delà des différences culturelles, les touristes peuvent parfois être victimes de petits désagréments et de grossières arnaques. Comme le célèbre coup de la bague en or, très en vogue près du musée d'Orsay. Le principe est simple, cet homme vient de ramasser quelque chose et se tourne vers nous pour nous le rendre, une bague. Mais c'est pas à moi. Il nous l'offre et nous demande en récompense un peu d'argent. Allez, juste 1 euro. Quelques secondes plus tard, c'est exactement le même scénario. C'est à vous ça, non? Non merci. Mais je viens de la trouver. Mais c'est pas la mienne. C'est du 18 carats, regardez. Je vous l'offre pour vous porter bonheur. Souvenir de Paris. Cette fois, nous en serons quittes pour 2 euros. Have a nice day. Bye. Mais il y a pire fléau pour les touristes étrangers, les pickpockets. Au pied de la Tour Eiffel, la pelouse du Champ de Mars. Le lieu idéal pour se détendre, mais aussi le théâtre d'une pièce qui se joue plusieurs fois par jour et qui se termine dans les sous-sols du commissariat du 7e arrondissement. Des touristes, victimes de pickpockets, défilent ici toute la journée. C'est le cas de Jenny et Iwi, des touristes originaires de Malaisie. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre portable? On nous l'a volé. Nous étions allongés sur la pelouse en face de la Tour Eiffel, en train de déjeuner. Et qui a fait ça? Les 2 fillettes en face de nous. 2 petites filles de 10 ans à peine, originaires de l'Est, qui ont été arrêtées dans la foulée. Au moment de l'audition, il faut l'aide d'une interprète. La fillette, déjà bien connue des services de police, va tout de suite reconnaître les faits. Je me trouvais en proximité de la Tour Eiffel. J'ai besoin d'un téléphone, j'espère. J'ai vu un téléphone sur la pelouse. Ouais. Regarde, ça c'est le téléphone et ça c'est la feuille. Tu me montres? Sans hésiter, elle nous montre comment elle a subtilisé le téléphone à l'aide d'une simple feuille de papier. D'accord. Et je suis partie. Pourquoi est-ce que les touristes globalement sont plus vulnérables à ce genre de choses? Parce qu'ils sont moins vigilants. Sûrement ils se sentent bien. Ils sont beaucoup moins vigilants en fait que le Parisien. Du coup, ces personnes en profitent et ils n'hésitent pas à subtiliser tout ce qui a de la valeur. En général, les téléphones portables sont souvent posés au sol sans plus attention. Dans le hall d'accueil, un couple arrivé de Hollande a visiblement été victime de la même mésaventure. Elle a mis le papier comme ça et elle a pris mon téléphone. Je pense que la police devrait installer des panneaux indicateurs pour alerter les touristes qu'il y a des groupes d'enfants qui font ce genre de choses. Autour de la pelouse du Champ de Mars, pas de panneaux indicateurs. Mais le 7e arrondissement est équipé de caméras de surveillance pour protéger les touristes et d'une salle de contrôle. On dispose de plus d'une trentaine de caméras actuellement en fonction. D'autres viendront prochainement s'y ajouter, lesquelles caméras nous permettent en temps réel de procéder à une protection de la voie publique, c'est-à-dire de vidéopatrouiller et d'exercer une vigilance sur les secteurs où se concentre la population, notamment des touristes, qu'ils soient français d'ailleurs ou étrangers. Oui, rapprochez-vous sur l'esplanade du musée d'Orsay, on aura un vendeur à la sauvette de bouteilles d'eau. Oui, donc devant la statue du rhinocéros à l'entrée du musée d'Orsay. On vient de s'apercevoir qu'il y a un individu qui se livre à la vente de bouteilles d'eau à la sauvette, ce qui est formellement interdit. Donc moi, j'ai immédiatement répercuté l'appel sur les ondes. J'ai commandé un véhicule qui va faire au plus vite pour se rendre sur place.
Et quelques instants plus tard... Oui, Sierra 07 Alpha, l'individu prend la fuite avec son seau direction rue de Lille. Ouais, vous confirmez, vous arrivez par la rue de Lille? C'est parti. Autant de moyens pour empêcher des vendeurs à la sauvette de vendre de l'eau aux touristes. À première vue, difficile de voir où est le danger. Ok. Thank you. Pourtant, à l'arrivée des patrouilleurs en VTT, tous les vendeurs disparaissent après avoir caché leurs marchandises. Tiens, va regarder. Regardez, vous avez sous le truc là-bas. Alors ça, c'est typiquement, quand on arrive, ils cachent rapidement. Donc là, ils n'ont pas le temps de le mettre dans les égouts et tout, c'est essentiellement leur stock. Donc là, ils planquent rapidement. Donc vous avez le seau, les bouteilles et le prix, quoi. Les bouteilles d'eau sont systématiquement détruites. Ce qui pose le plus de problèmes, ce n'est pas la vente à la sauvette. C'est qu'elles sont conservées dans des conditions particulièrement insalubres, dans les endroits les plus inattendus, comme par exemple dans les égouts, cachés entre les rats et les eaux usées. Donc effectivement, ils mettent de la glace pour refroidir les bouteilles. C'est comme chez le commerçant, c'est froid, mais sans l'hygiène. T'as quelque chose? Comme vous pouvez voir, c'est pas d'un niveau d'hygiène excellent. Et au niveau des odeurs, c'est pas mal. Vous pouvez voir les mouches d'ailleurs. C'est quand la dernière fois que vous avez vu des bouteilles ici? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc on en a trouvé ici. La maladie, c'est au niveau des rats, ils ont des maladies qui sont transmissibles à l'homme. Et puis tous les microbes qui traînent partout, quoi. Les touristes morts de soif ont donc tout intérêt à se méfier de ces bouteilles vendues à la sauvette, au risque de voir la fin de leur séjour gâchée par une tourista. À Paris, derrière chaque attraction touristique peut se cacher une arnaque. Par exemple, dans le quartier de Montmartre. Du Sacré-Cœur à la place du Tertre, des dizaines d'artistes peignent sous vos yeux et proposent même de vous tirer le portrait. Bonjour, toi. Midani est peintre à Montmartre depuis 40 ans. D'accord. Comme lui, ils sont près de 300 artistes à travailler sur cette place. Et toi, ça va, ça va. Pour peindre ici, il faut avoir un permis et un emplacement numéroté qui coûte 280 € par an. Voilà, par exemple, ici, vous avez des numéros. Alex, il a par exemple, là, le 83, là. Voilà, ça, c'est des numéros, là, 71, et donc le carré va là, à là. L'accord avec la mairie, qui attribue les places, précise que les artistes doivent peindre sous les yeux des touristes. Mais depuis quelque temps, cela devient de plus en plus difficile pour Midani de vendre ses tableaux. Bonjour. Tous les deux? Hein? Les touristes s'arrêtent bien pour regarder ces peintures. 30. Mais ils ont du mal à mettre la main au porte-monnaie, même quand Midani fait une ristourne. Non, ok. Bon, on va voir comment ça se passe. C'est comme ça. Même 30, elle trouve ça cher. Et c'est toujours comme ça. Mais bon, nous connaissons le jeu, donc c'est comme ça. Il faut faire. Vous les payez combien? Ben, elle a mal compris. Elle voulait payer 20 pour le grand qui est à 120 et le petit qui est à 35. Si Midani n'arrive plus à vendre, c'est parce qu'il est concurrencé par d'autres peintres qui attendent les touristes dans les petites rues autour de la place. Ah non, non, non. On les appelle les gens debout. Ils n'ont ni place, ni autorisation. Parce que vous êtes mignonne, ça sera à moitié prix, 30 €. 30 €? Non, non, merci, merci. Non, non. Peut-être plus tard. Armés de leurs crayons, ils proposent des portraits près de 2 fois moins chers que les peintres de la place. Devant tant de sollicitations, nous décidons de nous laisser tenter et d'accepter un portrait griffonné rapidement par une peintre debout au coin de la rue.
10 minutes plus tard, voici le résultat. Un portrait au crayon, pas vraiment ressemblant, qui nous aura quand même coûté la bagatelle de 20 €. Et ce n'est pas la seule petite arnaque à touristes contre laquelle Midani doit lutter. Je vais vous montrer une, mais il y en a plein hein, autour, surtout la rue là-bas à gauche là. Pour lui, ce qui fait le plus de mal aux artistes de la place, ce sont les boutiques de souvenirs du quartier qui vendent des peintures de Paris très bon marché. Regardez par exemple ça. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à Paris ou à la Tour Eiffel? À la limite, ça ne me dérange pas du tout, même s'ils vendent ça. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Qu'ils marquent, c'est de l'importation. Parce qu'ils les signent Jacques, Paul ou machin pour faire croire que c'est des artistes d'ici. Ah là, c'est signé quoi là? Ah, si, vous allez voir, c'est Paul, Jacques, Claude, exprès pour faire croire. Et derrière, ils le disent aux touristes, ah oui, c'est des peintres de Montmartre. Alors donc, ils nous salient parce que c'est de la mauvaise qualité. Et en plus, c'est de la concurrence déloyale. Dans certains magasins autour de la place, on trouve en effet des dizaines de vues de Paris. Des tableaux aux couleurs flamboyantes, vendus sous cellophane et signés Clarisse, mais aussi Jules ou encore Thierry. Combien ça coûte? 35 €. Et c'est qui ce nom? Ça, c'est le nom des différents artistes. Vous savez, ce symbole là en bas, c'est la signature. Ah, d'accord. Ok, mais ils sont parisiens. Oui, oui. Vous les connaissez? Non, mais ils sont très connus à Paris. In Paris, ah ok. Merci beaucoup. Clarisse, Thierry et Jules ne sont pas du tout parisiens. En fait, ils ne sont même pas français. Ils sont chinois. Dans l'agglomération de Shenzhen, au sud de la Chine, la ville de Dafen produirait plus de la moitié des reproductions de tableaux vendus dans le monde. Des immeubles remplis d'ateliers de peinture où travaillent des centaines d'artistes. Toute la journée, ils reproduisent des paysages ou encore des natures mortes. Yang Kun a 25 ans. Il n'a aucune formation artistique, mais du matin au soir, il dessine des vues de Paris sans y avoir jamais mis les pieds. Regarde, c'est cette photo que je vais peindre. Des reproductions comme celle-ci, Yang Kun peut en dessiner jusqu'à 6 par jour. Vous en avez déjà peint beaucoup? J'en ai fait à peu près 30 000 à partir de cette photo. 30 000? Oui, c'est ça, 30 000. Mais qui en demande autant? Ce sont les Français. Et vous aimez peindre la Tour Eiffel? Ah oui, beaucoup. Vous aimeriez la voir un jour? Ah oui, j'aimerais bien. En moyenne, il lui faut près d'1 heure pour faire une toile. Ah, je les vends 50 à 60 yuan. Ça fait environ 6 € pièce. Mais ça peut être moins si c'est une grosse commande. Ces peintures seront vendues jusqu'à plus de 100 € dans les boutiques de Montmartre. Dans son atelier, bien loin de la place du Tertre, Yang Kun est très fier de bien connaître les plus grands monuments parisiens. Je crois que je connais mieux la structure de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe que la plupart des Français. Et pourtant, je n'y suis jamais allé. Les peintures de Yang Kun finissent à 2 pas des ateliers, chez les grossistes. Han Wen a des dizaines de milliers de toiles en stock, prêtes à être exportées dans le monde entier et surtout à Montmartre. Avec la Tour Eiffel, il en a de toutes les sortes. Avec des calèches, en noir et blanc, et aussi des vues du Sacré-Cœur. Vous en vendez combien? Ça dépend. Mais je peux vendre jusqu'à 90 000 toiles chaque année. En bas des peintures, aucune signature. Non, il n'y a pas de signature. Les acheteurs les font signer après. Comme ça, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent.
Des peintures qui seront vendues à 10 000 km de la place du Tertre à des touristes convaincus d'acheter l'œuvre originale d'un artiste français. Paris ne serait-elle qu'une suite d'arnaques pour nos visiteurs étrangers? En tout cas, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas tricher, c'est le contact humain. Nous avons rencontré Ali et Andrew sur l'esplanade du Trocadéro. Ces Australiens visitent Paris depuis quelques jours. Nous leur avons confié une drôle de mission, tester l'accueil des Parisiens dans la rue. Ils se prêtent au jeu et nous les filmons de loin. Ali et Andrew doivent demander leur chemin pour aller dans le quartier de l'Opéra. Hi, excuse me, do you know how to get to Opera from here? Opera? 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 Bonne surprise, les Parisiens répondent gentiment. Ouais, j'habite pas à Paris. Ok. Il y a le Sacré-Cœur qui est là, bon, c'est pas le Sacré-Cœur. Le problème, c'est la langue. Emploi, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé. Thank you. Thank you. Do you know how to get to Opera? Yeah, you take the metro there? En fin de compte, une seule passante sur 10 sera capable de leur indiquer la route. Which way? Just go straight down there. Les gens ont été impolis avec vous? Non, non, tout le monde est sympa. Tout le monde ici est sympa. En fait, ils ne comprenaient pas l'anglais. Mais ils ont vraiment essayé de nous aider. Et nous, on ne peut pas dire opéra autrement. On a essayé. Opera. Je suis désolé. Pour apprendre à se comprendre, certains ont décidé de forcer les échanges. Jim et Naomi viennent de Californie. Sur le site de l'Office de tourisme de Paris, ils ont acheté un dîner chez une famille 100% française. Des Bourdonnais. Un nom typiquement français. Une famille, comme le vante le site, bien élevée et accueillante. Ce soir-là, pour 65 € chacun, ils vont dîner chez l'habitant. J'arrive pas à trouver le nom. Mais les immeubles parisiens leur donnent du fil à retordre. Je suis complètement perdu. Vous avez trouvé? Bonsoir, je suis Jim et Naomi. L'objectif de ces dîners arrangés est de favoriser les échanges entre les touristes et les Français. Hello? Ils ne connaissent pas encore leurs hôtes. Bonjour. Et pourtant, Jim et Naomi vont participer au dîner de famille. Jim et Naomi. Yeah, so that's correct. The repetition is good. Ah oui. Là, vous allez vous mettre là, En bonne maîtresse de maison, Isabelle fait le plan de table. là, et puis Charles va se mettre là. Quant à Bernard, il met tout de suite ses invités à l'aise. Alors, Jim a raison, je vais faire comme Jim, parce que moi, chaque repas, je mets des taches sur ma cravate. Alors, la meilleure chose, c'est de l'enlever. Oui, c'est bon. Oui. C'est pas joli rebouchon. Un repas à la bonne franquette, mais avec l'argenterie de famille, C'est lourd. symbole du bon goût à la française. Les Français, et spécialement les Parisiens, ont la réputation d'être impolis. Toutes les villes, je crois, sont pareilles. On a l'impression que les gens sont pressés. Et ça donne l'impression qu'ils sont impolis. Mais vous savez, si vous êtes impoli avec les gens, ils sont impolis avec vous. Si vous êtes sympa, ils seront sympas. Jim ne sourit pas. He never smile. Il ne sourit jamais. C'est un philosophe. Il est français. Il ne pourra pas être président de la République. Finalement, nous autres Français pouvons donc nous montrer chaleureux et accueillants. Je suis pas très doué pour l'ouvrir, parce que j'ai toujours peur que ça saute au plafond. C'est vous qui allez le faire. Bernard et Isabelle
ne sont pas payés. Ils sont juste défrayés du prix du repas. C'est la 4e fois qu'ils invitent des touristes à leur table. Qu'est-ce qui vous pousse à recevoir des gens comme ça chez vous? Je trouve que c'est très intéressant, très enrichissant. Et puis c'est toujours agréable de voir des étrangers qui adorent notre pays. C'est ce à quoi vous vous attendiez? Oh oui. C'est-à-dire? J'ai l'impression d'avoir comme une deuxième maison en France. C'est chouette. Jim. Merci. Charles. Vive la France. Vive la France. Que nous soyons accueillants, distants, franchement désagréables ou un peu escrocs, une chose est sûre, nous aurons toujours des visiteurs. Car Paris, la ville lumière, les fera toujours rêver. C'est de ce marché, la Boqueria, le marché le plus populaire et le plus visité de Barcelone, que nous refermons ce carnet de voyage. Merci de l'avoir feuilleté avec nous. À très vite. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous en Italie sous le soleil de Naples pour un nouveau carnet de voyage avec des reportages et des enquêtes sur les nouvelles destinations de l'été, les produits phares et les nouvelles façons de voyager. Très bonne fin de soirée et à très vite. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur france2.fr.